Perfect. Ah, je crois que ça y est, hein. La petite vignette est apparue. Bien m'amener, ce qui n'est pas normal. Attendez, je vais voir. Ah, c'est bon, hein, Robert. Sur Facebook, je crois qu'on est là, hein. Vous voyez l'image? Moi, j'ai pas l'image sur Oui, oui, Facebook. je vois l'image. Je vois l'image, Bon. juste que en fait, je vous vois vous. Donc, une fois que vous serez mute, je pense que on ne vous verra plus. Et je me vois en alternance, donc a priori, ça marche. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, Robert, on est bon. Ok, alors, on va reprendre ça. Super. Alors, on va commencer, cher Cyril. Ça y est, tous les réglages sont faits. Hop, voilà. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live Facebook. On est ravis de vous retrouver et je suis ravie à titre personnel de vous retrouver pour cette nouvelle conversation du CRIF. Le temps de cet échange, je vous emmène en Israël. Vous avez de la chance où je vais retrouver le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël et membre du conseil consultatif sur les essais cliniques au ministère israélien de la Santé. Bonsoir, cher Cyril. Bonsoir, bonsoir, Moadim le Simcha. Moadim le Simcha, en effet. On est en pleine fête de Pessah partout dans le monde et donc bien sûr en Israël. Et avant toute chose, Cyril Cohen, j'ai envie de vous demander comment ça va en Israël. Eh bien, écoutez, ça va très bien. Je dois le dire de manière la plus directe. Nous sommes très heureux de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Israël. Ce n'est pas un secret, hein. Les images, vous les avez vues. Je peux vous donner mon expérience personnelle. Si c'est, par exemple, l'année dernière, j'avais pas fêté mon anniversaire, hein, qui était hier, donc je l'avais pas fêté parce il y avait le confinement et il y avait de gros problèmes en Israël. Et ben hier, on a été dans un restaurant le fêter. Donc ça, pour moi, c'est merci. Mais je tiens à dire que c'est une chose qui faisait chaud au cœur. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement de voir les gens qui revivent, c'est voir aussi, par exemple, nos restaurateurs, les serveurs qui ont un travail, de nouveau un travail, cette ambiance qui est d'une part festive, enthousiaste, mais d'un autre côté, les gens continuent à porter le masque, les gens continuent à être respectueux je dirais, des mesures, je parle en général. Et donc voilà, donc c'est en fait, je crois qu'on est un peu dans une période un peu après Covid, on espère que ça va rester comme ça, on est encore prudent, on apprend à vivre avec le Covid. Et oui, vous le disiez, vous évoquiez cette joie dans les espaces publics. Et c'est vrai que depuis quelques jours, on entend beaucoup des termes Israël revit, la vie reprend en Israël. Alors, comment est-ce que cette reprise de la vie, elle se traduit concrètement? Où en est-on du port du masque? Justement, là, vous en parliez. Je crois qu'il y a eu des annonces récentes sur la possibilité peut-être d'arrêter de porter le masque dans la rue après les fêtes de Pessah. Est-ce qu'on peut aller au restaurant normalement? Est-ce qu'il faut être vacciné? Comment est-ce qu'on revit aujourd'hui en Israël? Donc, si je prends l'exemple du restaurant, si vous avez ce qu'on appelle votre passeport vert ou votre badge vert, vous pouvez manger à l'intérieur du restaurant. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez manger à l'extérieur en terrasse du restaurant. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose qui permet de ne pas léser les populations qui ne sont pas vaccinées ou qui ne sont pas convalescentes. Pour nous, les gens qui ont eu la COVID-19 ou les gens qui sont vaccinés, c'est pareil. Et ce sont des gens justement qui ont accès à ce passeport vert. Mais d'un autre côté, on pense aussi aux gens qui ne peuvent pas être vaccinés, par exemple les enfants, qui pour l'instant ne peuvent pas être vaccinés, bien qu'on vient d'avoir il y a quelques minutes
les résultats de l'essai de Pfizer sur les 12-16 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on essaye de trouver des solutions. Par exemple, les tests antigéniques pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Les tests rapides, une fois de plus. On parle aujourd'hui de soumettre un test PCR toutes les 72 heures pour ceux qui ne peuvent pas justement être vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés. On essaye de trouver des solutions. Je crois que en fait, on a fait ce pas, on a décidé de rouvrir notre économie parce qu'on ne pouvait plus attendre, parce qu'on a vu cette détresse. Et donc, on voit chaque jour des allègements. Les écoles, par exemple, qui vont reprendre après PSA, déjà en CP, CE1, CE2, on a terminé avec les groupes divisés, ce seront les mêmes classes. Et le masque, on le maintient. Et c'est vrai qu'on est en train justement de discuter, est-ce que l'on va permettre, je dirais, d'une manière beaucoup plus fluide, un port du masque qui sera réservé juste en endroit clos, dans les transports publics et pas à l'extérieur. C'est en délibération au ministère de la Santé. Je pense qu'avec le temps qui se réchauffera d'ici quelques semaines, ça aussi, ça va jouer beaucoup pour cette décision. Donc, il est très possible que nous adoptions cette nouvelle réglementation. Il faut attendre quand même. Ouais. Et alors, on va revenir un petit peu sur les grandes étapes de la gestion de la crise sanitaire en Israël, puisque le monde a quand même assisté à une gestion assez incroyable de la situation. Alors, bien sûr, on a également constaté des effets rebonds du virus, notamment avec les variants qui ont conduit à 2 nouveaux confinements en Israël. Et je crois que le dernier confinement de janvier, qui avait été quand même peut-être assez strict, n'avait finalement pas permis les mêmes résultats que lors des précédents. C'est en fait le vaccin qui a permis vraiment une amélioration nette de la situation. Votre analyse, Marie-Sarah, est exacte. Vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été très, je dirais, performants, si je peux me permettre, exemplaires, lors de notre premier confinement et la gestion, parce qu'on est arrivé à faire tomber un taux justement de malades quotidiens, ou pas de malades, mais de gens positifs, de positifs quotidiens à 10, chose qui était inouïe sur tout Israël. Mais malheureusement, nous pensions, c'est pour ça que je ne veux pas encore crier totalement victoire, nous pensions que c'était derrière nous. Et bon, l'été, c'était moyen. Je me souviens même, pendant le mois de juin, on commençait à avoir cette montée, on a dit 100 cas, et puis 150 cas, puis d'un coup, c'est devenu des milliers de cas. On a eu ce deuxième confinement juste après l'été pour les fêtes de Tishri. Et en déconfinant, pareil, on a déconfiné aussi de manière rapide. Et là, on a eu la troisième vague avec le variant britannique qui est une autre épidémie. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas la même épidémie que je dirais, au niveau pathologique, au niveau de sa propagation, que les deux premières vagues que l'on avait eues. Et là, en fait, on était dans une course contre la montre. Parce qu'on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans en réanimation, certains qui nous sont malheureusement morts entre les mains, des femmes enceintes qui sont décédées. Des choses terribles. Nos hôpitaux surchargés avec 1200 malades graves sur tout Israël, alors que notre limite, notre capacité était de 800. Il a fallu vraiment, on était vraiment sous pression. Mais l'avantage, ça a été la vaccination qui a commencé fin décembre avec un rythme effréné de 2%. 2% de la population, ça voudrait dire que, par exemple, pour la France, c'est à peu près 1,3 million de personnes vaccinées tous les jours. Et c'est ce qu'on a fait en Israël. En Israël, on a vacciné 220 000 personnes par jour. Et il faut louer vraiment, alors si vous parlez des étapes, il faut louer évidemment les efforts au niveau du gouvernement, du ministère de la Santé, du Premier ministre qui ont eu ces vaccins et qui ont commencé les négociations déjà en été. Il faut louer la logistique, comment c'est organisé, monter 400 centres de vaccination pratiquement en une semaine en Israël. Et il faut louer aussi les coupotrolim et les médecins et les infirmiers, c'est-à-dire nos caisses maladies. On a un système qui est numérisé, on a un système très efficace. Vous pouviez prendre votre rendez-vous si vous étiez dans la tranche éligible en 1 minute, 1 minute et demie juste avec votre téléphone. Si vous n'aviez pas de téléphone ou d'ordinateur, on vous appelle chez vous, on vous prend rendez-vous pour les 2 doses déjà. Chose qui a marché extrêmement bien et je vous dis sincèrement, les gens étaient motivés. La population était motivée
Et je crois que c'est aussi le facteur qui est très important, c'est la population, parce qu'au bout du compte, c'est un virus qui se transmet entre personnes et la personne, les gens sont le facteur décisif dans cette lutte. Et oui, tout ce que vous nous dites, ça fait rêver, hein, qu'on nous appelle, qu'on puisse rapidement prendre des rendez-vous. On sait que ailleurs dans le monde, c'est loin d'être le cas, et notamment en France encore en ce moment. Et justement, vous parlez de cette société israélienne, cette population, les Israéliens qui ont été plutôt volontaires, hein, dès le début à se faire vacciner. On a vu, je crois, des scènes où on disait dans les bars, un verre offert, un vaccin offert, tout ça. Oui, Non, mais c'est sympathique finalement, ça rend aussi cette bien campagne. sûr, il y avait les pizzas, il y avait ce que vous voulez, mais c'était marrant, quoi. Je veux dire, les gens ne l'ont pas fait pour ça, Bien évidemment, mais sûr. il y avait une certaine joie de vivre, je crois à ce niveau-là, hein, au niveau de la vaccination. Et c'est vrai qu'il y a eu des hésitations, il faut dire la vérité. C'est pas que petit 1, il ne faut pas dire que tout le monde est pour la vaccination en Ah, Israël. Petit 2, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui hésitaient, 40%, 50% de la population. On avait 25% qui étaient pour totalement, 25% qui étaient contre. Et après, ça s'est transformé plus ou moins en 80% totalement pour et 20% qui, une partie hésite et une partie qui sont contre. ok. Et actuellement, alors là en Israël, qui est encore vacciné? Là, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de tranche d'âge. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Depuis le 4 février, en Israël, toute personne au-dessus de l'âge de 16 ans peut être vaccinée. D'accord. Et donc là, on a atteint peut-être en Israël une forme d'immunité, enfin de vaccination sur la plus large partie de la population. Ah ben ça totalement, puisque aujourd'hui, si vous prenez en compte que 56% de la population en Israël, de toute la population en Israël, a déjà reçu au moins une dose, 50%, plus de 50% ont déjà reçu les 2 doses. Et vous rajoutez les convalescents, qui sont à peu près 10% de la population en Israël, et vous enlevez les enfants de moins de 15 ans qui ne peuvent pas être vaccinés, on parle à peu près aujourd'hui de 80% de la population éligible qui est soit vaccinée, soit convalescente. Maintenant, la question, 80%, ouais. Ok. ben, voilà, Ouais, c'est ouais. le plus ou moins. Et alors, en Israël, on vaccine principalement, je crois, avec les vaccins Pfizer et Moderna. Vous me C'est dites exact, si. Voilà. c'est Pfizer Pfizer. essentiellement. Moderna, nous avons quelques milliers de doses, quelques centaines de milliers de doses qui ont été utilisées dans certains cas spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et aussi pour les Palestiniens, nous leur avons généreusement offert des milliers de doses et nous avons vacciné une partie de leur corps médical et aussi une partie des personnes qui rentrent en Israël pour leur permettre justement de rentrer en Israël. D'accord. Et est-ce qu'on a déjà des idées de certains effets secondaires importants ou des cas de recontamination après ces doses de Pfizer? Donc, le vaccin de Pfizer est très efficace, ça je tiens à vous le dire, et je le dis en tant que spécialiste, en tant qu'immunologue, nous avons été surpris. Je ne l'ai jamais caché, même hier j'étais à la télévision en Israël où je disais tout simplement que ça tient presque du miracle. Nous ne nous attendions pas à de tels résultats. Je sais que ça fait un peu trop beau pour être vrai, c'est vrai, mais on le voit, on le sent. Je veux dire, rentrer dans un hôpital où vous voyez des lits vides, des lits qui sont vides. On ferme nos unités Corona. Ce sont des choses qui sont impressionnantes. Impressionnantes, hein, je vous le dis, j'en discutais avec mes collègues qui sont à genoux, hein, qui ont passé des mois terribles. Le mois de janvier a été un mois terrible. Donc, c'est essentiellement donc, le vaccin Pfizer. Les effets indésirables, en gros, on les connaît. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour des effets indésirables un peu partout dans le monde. Pfizer, Moderna, on en voit beaucoup moins. Même à la base, hein, quand on parle des effets simples, hein, je parle fièvre, douleur, etc. Avec Pfizer, on en voit moins. Il y en a, mais on en voit moins, par exemple, qu'avec AstraZeneca ou d'autres vaccins qui sont basés sur d'autres technologies. Pour les effets qui sont beaucoup plus graves, on les suit. On estime qu'à peu près, il y a eu peut-être 0,1% d'effets qui ont nécessité un conseil médical ou une assistance médicale, peut-être quelquefois ce qu'on appelle des lymphoadénopathies, des ganglions qui gonflent et tout. On a eu quelques chocs anaphylactiques assez rares, hein, à peu près 1 à 2 sur 1 million de doses données. On a eu
voilà, plus ou moins, je vous le dis sincèrement, je sais que nos amis qui ne sont pas pour les vaccins vont vous dire qu'il y a des milliers de morts en ce moment en Israël et des handicapés, etc. Mais non, voilà. D'accord, Comme on dit, c'est clair. voilà. Alors, on parle beaucoup pour la suite. Et là, dans les commentaires de notre discussion en live sur Facebook, les gens se posent un peu la question. On parle du passeport vaccinal en Israël, ce passeport vert qui permet donc d'aller, comme vous l'avez dit, dîner, déjeuner à l'intérieur des restaurants et qui permettra peut-être à terme aux gens de voyager. Selon vous, comment la réouverture des frontières et notamment je pose la question pour les frontières entre la France et Israël. Comment cette réouverture va-t-elle pouvoir se faire de manière à ne pas ruiner les résultats de la vaccination? Donc, il y a plusieurs étapes au niveau de la réouverture. Tout d'abord, comme chaque pays, évidemment, nous donnons priorité à nos citoyens pour pouvoir rentrer chez eux, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont été bloquées à l'étranger. D'ailleurs, ça fait, vous savez, ça fait les tribunaux, et c'est normal, nous sommes un pays démocratique et il faut justement en parler. Il y avait justement ce pôle, je dirais, sanitaire d'un côté, le pôle juridique. Il y a eu beaucoup de débats en Israël à ce niveau-là. La chose, comme vous le dites, évidemment, nous sommes inquiets par rapport au variant. Le variant britannique, nous ne sommes pas inquiets du tout, vu qu'il est majoritaire en Israël. 90% je dirais, des infections quotidiennes sont dues au variant britannique. On a un peu de variant sud-africain, 1 à 2%. Il nous inquiète aussi un peu, mais nous l'avons plus ou moins, je dirais, sous contrôle pour l'instant, Baruch Hashem. Et on a aussi le variant israélien, ça c'est un petit nouveau d'hier, qui est arrivé. Oui, mais enfin, bon, c'est juste 200 cas. On le connaît depuis le mois de juillet. Donc, rien à voir avec les vaccins. Ce ne sont pas les vaccins qui ont créé justement cette apparition d'un variant. Mais ce qui nous inquiète, c'est vraiment le variant sud-africain et le variant brésilien que nous n'avons pas encore détecté en Israël, parce que ces variants sembleraient avoir une certaine mesure, justement, de résistance contre les vaccins. Nous n'en sommes pas encore sûrs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on compte faire pour ouvrir nos frontières? Petit 1, des accords bilatéraux, justement, au niveau des vaccins. Il faut dire qu'Israël avait fait une proposition à la France, mais Macron l'a rejetée. Je ne sais pas si vous en êtes au courant. Bien sûr. Justement, pour avoir un accord bilatéral au niveau des vaccins et de la possibilité de transiter et de venir en Israël ou d'aller en France. Donc, nous faisons du cas par cas. Nous signons des accords avec certains pays, justement, et reconnaissons la vaccination de certains pays pour permettre justement le libre transit. Les tests PCR, au départ, à l'arrivée à l'aéroport de Ben Gurion, nous avons établi une nouvelle structure à l'aéroport de Ben Gurion, qui est notre principal pôle d'entrée en Israël. Tester. Si les tests sont positifs, on fait aussi du séquençage génétique pour savoir si c'est un variant ou pas. Donc voilà, on essaye de s'organiser. Pour l'instant, une fois de plus, ça concerne essentiellement les citoyens israéliens, mais nous pensons que d'ici très peu de temps, quelques semaines, nous en arriverons justement aussi au tourisme. Une fois de plus, il y aura des quotas parce qu'il faut comprendre que tout ce contrôle, les tests, etc., ça prend du temps. On ne peut pas encore ouvrir totalement nos frontières. On ne peut pas revenir à 100, 150 000 personnes par jour qui rentrent en Israël. Ah, c'est sûr. Même si on aimerait bien, et je crois que nous sommes tous pour. Ouais, et tous les internautes qui suivent cette conversation doivent avoir quelque part dans le cœur un petit pincement d'être aussi loin d'Israël depuis autant de mois. Alors, Cyril Cohen, on est le 31 mars, on est un peu plus d'un an après le début de cette pandémie mondiale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Israël est libéré de l'épidémie? Écoutez, je vais être positif, mais aussi rester quand même scientifique et prudent. Et je vais dire que temporairement, nous pouvons dire qu'Israël est peut-être pas totalement libéré, mais je dirais dans une situation, dans une optique qui est beaucoup plus positive que ce qu'il y était il y a un mois. Nous en discutions justement hier dans une autre interview où on se disait c'est impressionnant de voir comment on oublie. Hein. Je veux dire, déjà, il y a un mois, si on nous disait qu'on en serait à ce stade-là, ben, on aurait été assez sceptique. C'est pour ça qu'une fois de plus, je vous le dis sincèrement,
on est en train d'apprendre à revivre. Hein. On apprend à vivre avec la Covid-19, mais on reste prudent. Hein. Je veux dire, la bonne chose quand même, c'est que le taux de reproduction du virus est de 0,5. Ça veut dire que ça nous donne de la marge quand même. Ouais. On suit ça de très près. C'est-à-dire que même si… Et on rouvre à chaque fois. On attend par exemple de voir les résultats du CDR de Pessah. Parce que toutes les familles… je ne connais pas une famille qui ne s'est pas réunie. Donc, on attend de voir d'ici la semaine prochaine, est-ce qu'il y aura un rebond. Pareil, une fois de plus, les gens sont en vacances, les gens se voient, les gens sont dans les centres commerciaux, les restaurants, etc. On attend de voir un peu les effets, si on va voir une remontée. Mais est-ce qu'on est libéré totalement? Non, et ça prendra du temps. Ouais. On reste positif quand même. Totalement, il faut l'être. Vous devez peut-être le savoir, en France, ici, on est peut-être à la veille d'un nouveau durcissement des conditions en France, puisque on sait qu'à nouveau, les établissements hospitaliers sont saturés, que les médecins recommandent peut-être un confinement plus strict que celui que certaines régions de France vivent en ce moment. Peut-être un court mot sur la situation en France, voilà, en tant que spécialiste quand même, voilà, d'un point de vue peut-être scientifique. Oui, vous savez, il m'est arrivé d'avoir certaines interviews en France, pratiquement c'est hebdomadaire ou quelquefois c'est même de manière quotidienne. Et c'est toujours la question pour moi qui, je veux dire, on me demande mon avis et je tiens à le dire. Je ne veux pas dire que ça me gêne un peu, mais de la même manière que je n'aimerais pas que quelqu'un de l'étranger critique Israël ou dise, etc., etc., bien que je suis français. Né en France, etc. J'ai toujours mes liens avec la France. Je suis toujours un peu hésitant à donner mon avis. Je peux le dire de manière très objective et très comment dire ça, factuelle et pragmatique. Oui. Je crois, et ça je l'avais dit, je crois que, il faut vacciner et vacciner beaucoup plus rapidement. Je sais qu'il y a eu des manques de doses. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui une priorité. Je crois que si on regarde l'exemple israélien où nous avons misé, nous avons réalisé que la vaccination, c'était notre stratégie vaccinale. Donc, je crois qu'il est très important de dire que il faut tout mettre en œuvre pour que ça réussisse. La deuxième chose, c'est centraliser cette vaccination, chose qui n'a pas été faite en France. Et je crois que ça a été un gros problème qui en fait a empêché le progrès de cette vaccination. Petit 3, le confinement. Il faut dire la vérité. On s'y attendait, c'est pas nouveau, même en Israël. Vous savez, on en parlait. Au mois de novembre, nous avions déjà décelé cette amorce, le variant britannique, etc. Donc, ça va arriver de toutes les façons, ce confinement. Alors, mieux vaut le faire à la base. Vous savez, c'est un peu comme un pansement que vous devez enlever. Si vous commencez à l'enlever tout doucement, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et au bout du compte, ça fera plus mal si vous l'enlevez doucement que si vous l'enlevez d'un coup sec. Notre avis, c'est vrai, il y a l'économie, il y a les enjeux psychologiques, l'éducation. Mais notre avis, c'était il faut confiner. Et je crois que la France aurait dû, une fois de plus, je pèse mes mots, je sais pas, je ne veux pas vous donner de leçons, je le dis sincèrement avec la plus grande humilité. Mais je crois qu'au bout du compte, on en arrivera à ce confinement en France. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez perdu des vies, vous avez perdu du temps. Donc, nous, en Israël, ce qui a été décidé, c'est confinement et vaccination au même moment. Qui a fonctionné, un combo qui a fonctionné. Mais on n'est pas le seul, on a d'autres pays aussi qui ont décidé de vacciner. Et ce sont des pays, quelquefois, qui ne sont pas les pays les plus, je dirais, développés, entre guillemets, mais qui vaccinent. On regarde les pays qui sont leaders de la vaccination. Eh bien, il y a les États-Unis, bon, il y a nous, évidemment, les États-Unis, les Émirats, mais aussi le Chili, il y a aussi le Maroc. Et c'est très dur de gérer une crise comme ça, on ne peut pas trop hésiter. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, pour toutes vos réponses, toujours avec humilité et d'un point de vue vraiment factuel et scientifique. Je pense qu'on en a tous besoin aujourd'hui. Alors, je me tourne vers Robert Egenès, le directeur du CRIF. Je ne sais pas s'il est avec nous et s'il a des questions. Je suis avec vous. On a énormément de questions pour le professeur Cohen. Bien entendu, suite à son exposé qui, et ça a été souligné, a donné beaucoup d'espoir à nos auditeurs. On nous demande, par exemple,
combien on a de cas de Covid post-vaccination. Donc, des questions médicales qui viennent tout d'abord. Sur les femmes enceintes, quelle est l'incidence connue sur la vaccination des femmes enceintes? La durée de protection du vaccin, est-ce que ça va durer 6 mois? Est-ce qu'il faudra le refaire? Donc, voilà les 2 questions qu'on a au départ. Vous voulez des questions médicales. Donc, les femmes enceintes, les cas de vaccination et la durée du vaccin. Alors, on va faire du cas par cas. On va essayer de faire des réponses courtes. Donc, les femmes enceintes en Israël, comme dans d'autres pays, nous avons décidé de vacciner les femmes enceintes ou d'ouvrir la vaccination. Il faut le dire. La vaccination jusqu'à aujourd'hui en Israël est volontaire. Il n'y a aucune obligation de se faire vacciner. En Israël, à peu près 50% des femmes enceintes ont décidé de se faire vacciner. Je crois qu'une des choses qui a aussi joué, c'est le fait que le variant britannique est beaucoup plus dangereux et aussi a causé des choses assez difficiles. On a vu des femmes enceintes décédées, comme je le disais. Là même, il y a la semaine dernière, on a 2 femmes enceintes qui sont décédées, qui n'étaient pas vaccinées. Donc ça a poussé beaucoup les personnes à se faire vacciner, les femmes enceintes. Donc on a un fort taux de vaccination au niveau des femmes enceintes. Et je tiens à le dire, Baruch Hashem, une fois de plus, nous n'avons pas remarqué d'effets particuliers, d'effets graves, je veux dire, d'effets indésirables particuliers. Donc, nous considérons cette vaccination, une fois de plus, comme, je dirais, dans le reste du monde, comme une vaccination qui est possible et qui est sûre. Une fois de plus, nous vaccinons avec Pfizer. Je ne sais pas de ce qu'il en est avec les autres vaccins. Petit 2, donc, il y avait une question sur le taux d'infection des gens qui sont vaccinés. Ouais. Donc, le taux d'infection des gens qui sont vaccinés, nous voyons plus ou moins un taux qui est entre 10, aux alentours de 10%, je vais dire ça comme ça, de gens qui sont quand même vaccinés, mais qui ont été infectés. Nous y attendions. En fait, le vaccin, dans les essais cliniques, les vaccins de Pfizer étaient démontrés comme à peu près à 95% efficaces, c'est-à-dire que même si vous êtes vacciné, 5% de la population, du moins dans les essais cliniques, était quand même atteinte. Donc, ça, c'est une chose à laquelle on s'y attendait. Une fois de plus, 10% à peu près. Nous n'avons pas, je dirais, toutes les raisons pour lesquelles cela arrive, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que même en cas de réinfection, nous voyons des cas beaucoup moins graves qu'en cas d'infection, qu'en cas de personnes non vaccinées. Et ça aussi, c'est important de le dire. Donc, le vaccin ne protège pas à 100% de l'infection, mais d'un autre côté, il protège des formes graves et c'est très, très important. Et il y avait encore une question et je me souviens pas. C'est combien de temps le vaccin est-il efficace? Ça, c'est la question qui nous occupe beaucoup en ce moment en tant que spécialistes, parce que nous n'avons pas, je dirais, de données sûres en ce qui concerne l'efficacité à long terme des vaccins mRNA, des vaccins ARN, excusez-moi, je vais le dire en français, donc des vaccins ARN messagers. Nous nous basons, petit 1, sur les enquêtes épidémiologiques et sérologiques que nous faisons. Jusqu'à présent, nous voyons une excellente protection. Ça fait 4 mois qu'on vaccine en Israël, donc nous ne voyons pas de rebond de l'infection. Donc on peut dire que plus ou moins 3-4 mois, c'est une chose qui est, je dirais, encourageant. Logique. D'un autre côté, nous avons aussi les résultats des essais cliniques de Pfizer qui ont commencé au mois de juillet-août. Là aussi, nous n'avons pas entendu de rebond de l'infection chez les personnes vaccinées. Nous avons l'expérience d'autres vaccins qui n'utilisent pas la même technologie comme le vaccin de la grippe, où on sait que le vaccin est efficace plus ou moins 6 mois. Donc, pour l'instant, nous avons mis une marge de sécurité de 6 mois. Nous suivons ça. Si on ne voit pas de rebond de l'infection chez les personnes vaccinées cet été, nous prolongerons justement cette période de protection. D'accord. Merci, professeur. Dans la même émission des conversations, nous avions reçu Alain Bauer qui décryptait la crise en France. Il nous disait qu'une grande partie des dysfonctionnements étaient liés à des batailles entre les médecins soignants, les médecins administratifs et les médecins chercheurs. Donc, on nous demande si en Israël, vous avez eu ce même débat entre des
catégorie de médecins pour arriver si facilement à une unanimité de Un décision? consensus. Non, non. En Israël, nous n'avons pas ce type, je dirais, de bataille. Il y a différents avis. Hein. J'ai mes propres avis et quelquefois, nous avons justement des discussions. Si vous êtes plus chercheur ou si vous êtes plus un urgentiste ou si vous êtes plus dans un autre domaine de la médecine. Non, je n'ai pas vu ça. Il y a toujours des gens qui sont un peu en marge, qui ont des avis différents. Nous avons des groupes de médecins, justement, qui discutaient beaucoup le confinement, oui, ou le confinement, non. Et ça, c'est discutable, parce que je ne pense pas que le confinement, c'est l'outil majeur qui nous permet de résoudre cette épidémie ou d'en venir à bout. Le confinement, c'est un outil qui est grave, qui est dur. La vaccination, c'est un autre outil. C'est un peu, il faut combiner plusieurs choses. Mais nous n'avons pas ça. Nous avons, je pense, je le dirais sincèrement, une voix qui est un peu plus unanime. Et je dis ça de manière démocratique. Nous avons tous nos petites différences, même quand je suis dans un cabinet au ministère de la Santé ou quoi que ce soit. On prend certaines décisions, mais pas telles que je l'ai vu en France. J'ai vu souvent, j'étais même souvent quelquefois sur vos plateaux où j'entends des choses qui sont assez discordantes. Même les médecins que je connais personnellement, qui sont par exemple contre un confinement, contre même, je dirais, un passeport vert, etc., et j'en connais, et c'est normal, et c'est légitime. Je n'en ai pas entendu un qui a dit « je suis contre la vaccination ». Okay? On peut dire « je suis peut-être juste pour la vaccination des personnes à risque, des personnes âgées, et moins pour la vaccination des jeunes », mais je n'ai pas entendu un discours de manière générale qui disait « je suis contre la vaccination ». Il y a quelques-uns, quelques médecins, mais ils sont vraiment très rares en Israël. Alors, une autre question dans le même sens un peu. On voit qu'en Israël, on imagine qu'en Israël, la campagne de communication du gouvernement et du ministère de la Santé a été gérée de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus nette, beaucoup plus directe avec la population. Est-ce qu'il y a quelqu'un au ministère de la Santé ou auprès du gouvernement qui a géré cette communication pour faire en sorte de faire adhérer le public aux décisions qui étaient prises? Écoutez, tout d'abord, nous avons une personne qui coordonne en Israël, le coordinateur qui s'appelle le professeur Nachman Ash, qui a été le remplaçant du professeur Roni Gamzou. Donc, on a une personne quand même au ministère de la Santé qui coordonne excusez-moi, les efforts de la vaccination. Petit 2, nous avons une conférence de presse hebdomadaire le mardi. Justement, on vient d'en avoir une. Tout est publié justement dans les médias où on explique la position du ministère de la Santé de manière générale, nos résultats, nos espoirs, nos décisions, nos hésitations. Donc ça, c'est fait de manière assez claire. Et il y a eu une chose qui a été aussi très importante, c'est qu'on a vu au départ de la vaccination des secteurs de la population israélienne, par exemple les ultra-orthodoxes ou les populations arabes, qui étaient très réticentes à cause de beaucoup de ce qu'on appelle de fake news qui ont été disséminées. Et il y a eu de gros efforts de communication. Et c'était aussi fait quelquefois de manière bénévole. Je suis apparu personnellement, je n'étais pas le seul, plusieurs spécialistes sont apparus plusieurs fois dans des communautés, ont eu des discussions avec des leaders, des rabbins, etc. J'ai eu pour ma part, ça, une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été fait de manière assez structurée, avec aussi une campagne menée par le ministère de la Santé par rapport, avec des gens justement qui appartiennent à ces communautés pour essayer de combattre ces fake news de le vaccin va changer votre ADN, je ne sais pas quoi, et vous allez avoir le cancer, le vaccin empêche la fertilité. Enfin, on a eu vraiment toutes sortes de choses effarantes qui ont été dites et qui n'étaient pas vraies. Donc, il y a eu de gros efforts aussi au niveau sectoriel, je dirais, de la communication. Pas seulement que tout Israël. Okay. Alors, une autre question dans le domaine politique. On sait que le monde entier est en admiration devant la manière dont Israël a géré la crise, mais on s'aperçoit qu'en Israël, certaines voix s'élèvent, notamment sur la politisation de la gestion de la crise et pour critiquer certaines décisions qui ont été prises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je peux vous en dire plus. Je vais dire de manière très directe et très simple. Si vous mélangez le politique et le sanitaire, au bout du compte,
vous obtiendrez de la politique. Hein. Malheureusement, il y a une influence quand même du politique sur le sanitaire, c'est normal. On le sait. Quelquefois, c'est tant bien. Quelquefois, ça peut motiver nos dirigeants pour avoir plus de vaccins ou pour etc. Mais je ne veux pas rentrer dans l'idéal politique. Je ne veux pas rentrer dans ce combat politique. Je sais qu'il y a, une fois de plus, hein, je ne me gêne pas pour le dire, il y a eu certaines décisions qui, à nous, en tant que spécialistes, on a, je ne vais pas dire on a été choqués, mais on ne pouvait pas les soutenir parce que nous pensions que ces décisions étaient des décisions qui n'étaient pas basées sur des critères de santé. Donc, on ne peut pas tout baser sur des critères de santé, évidemment, parce qu'il vous faut un gouvernement qui prend en compte l'aspect économique, l'aspect de santé, l'aspect psychologique, qui prend tout. Mais quelquefois, nous avions un certain mécontentement, et personnellement, et mes collègues aussi, nous ne sommes pas gênés pour le dire, nous pensions qu'il y a eu des décisions qui n'ont pas été prises de manière correcte. Par exemple, le fait qu'on a retardé, un peu comme ce que vous avez en France, le confinement. On aurait dû le prendre un peu plus tôt. Je peux comprendre des enjeux économiques, mais ça, on l'a regretté. Petit 2, l'aéroport. Pourquoi nous avons attendu aussi longtemps pour demander des tests PCR, etc. Je veux dire, on a laissé nos portes ouvertes, alors qu'on avait été très bon au départ, on a laissé nos portes ouvertes et on a importé du variant tous les jours. Ça c'est dommage. On était plusieurs à dire fermer l'aéroport, contrôler ce qui rentre. La troisième chose, je crois, qui nous a beaucoup interpellés, c'est le système justement des zones rouges et des zones vertes. Ce système, hein, ce modèle qu'on appelle le modèle du feu de signalisation, en hébreu le modèle du Ramsor, ça a pris 3 semaines, 4, même plus, excusez-moi, 5 semaines pour être validé, entre guillemets. Et quand ça a été validé, c'était déjà trop tard parce qu'on avait trop de malades et que c'était déjà étendu dans tout Israël. Et nous regrettons cela. Et ça a été aussi, je pense, lié à certaines décisions politiques. Donc, je ne veux pas prendre parti. Je ne prends pas parti pour telle ou telle personne, tel ou tel ministre, ce n'est pas la chose. Mais nous savons très bien qu'on aurait pu mieux faire. Et ça, avec tout, je dirais, excusez-moi ce mot, avec toute la fierté que l'on peut avoir grâce à cette campagne de vaccination, nous aurions pu sauver encore des vies avec les bonnes décisions. Alors, peut-être une dernière question, il y en a beaucoup des questions qui s'adressent à vous, professeur Cohen. Une dernière question qui vous interpelle en tant que médecin, en tant que Français, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et vous demande simplement si la France pourrait faire la même chose qu'Israël, même à partir de maintenant, et en combien de temps on pourrait arriver en France au même niveau qu'Israël arrive maintenant, c'est-à-dire à, comme disait Marie-Sarah tout à l'heure, liberté délivrée. Écoutez, c'est possible dans un sens, mais je crois que, petit 1, il faut résoudre ce problème de dose. Hein, je crois qu'il faut résoudre ce problème de dose en France. Je ne sais pas exactement quelle est la situation. Nous avons quand même, de par le fait que nous avons commandé des vaccins de manière assez, je dirais, assez précoce, comme d'autres pays, hein, on n'a pas été le seul, et nous n'avons pas cette bureaucratie en Europe dans laquelle il faut passer par l'agence européenne, et puis après repasser par l'agence française, et puis après repasser par l'accord, etc., etc. Ça nous a donné beaucoup plus de flexibilité comme d'autres pays, comme par exemple les Anglais. Donc ça, c'est une chose. Petit 2, je crois qu'aujourd'hui, si vous avez des doses et que les gens ne se font pas vacciner, il faut ouvrir la vaccination à des tranches d'âge beaucoup plus conséquentes. Ce qu'on a fait, par exemple, en Israël, c'est qu'en fin de journée, si on avait des doses qui restaient, eh bien, nous vaccinions les gens, même s'ils n'étaient pas dans la catégorie. Nous les vaccinions. La vaccination était ouverte à 10 h du soir. Si on avait encore 50 doses ou 100 doses, eh bien, celui qui venait, qui faisait la queue, pouvait les avoir. Ce n'était pas sûr, mais ça arrivait. Donc ça, je pense que c'est une chose qui est flexible. Si aujourd'hui, il y a des gens en France qui veulent se faire vacciner, mais qui ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils ne sont pas dans la tranche d'âge, mais d'un autre côté, comme je le lisais, en France, j'ai entendu qu'on jetait des doses parce qu'on ne savait pas justement quoi faire, etc. Ça, je pense que c'est jouable. Petit 3, je l'avais dit, et ça, il y a même quelqu'un qui a fait un film là-dessus sur Facebook, qui s'est baladé. J'avais proposé
entre guillemets, de monter des centres. Par exemple, j'ai proposé de prendre le Stade de France, ça je l'ai dit mi-mars, et une semaine après, la semaine dernière, j'ai entendu que ça a été une décision qui a été faite. Donc, je pense sincèrement que ça n'a rien à voir avec ce que Cyril Cohen a dit un jour comme ça sur LCI ou je ne sais pas quoi, mais je crois que c'est la manière de le faire. Vous savez, en Israël, on a eu des centres de vaccination, on a eu des drive-in, ok? Justement, je viens de compléter un reportage qui sera diffusé par M6, je pense, la semaine prochaine en France, où justement, on a parlé comment un centre de vaccination marche. On a parlé évidemment du retour de la vie en Israël. Bon, j'y apparaîtrai de manière très courte, mais il a fallu centraliser cette vaccination. Être dans un drive-in, rouler, donner votre carte d'identité numérisée, lever votre manche, vous prendre un vaccin et continuer votre journée, ça c'est un truc qu'on a réussi à faire en Israël et je pense que ça pourra aider. Donc je pense qu'en France, il y a une possibilité de vacciner plus. Je crois aussi qu'il y a une chose très importante. Vous savez, de manière personnelle, de manière individuelle, si vous vous faites vacciner et vous avez votre entourage qui est peut-être un peu hésitant et qui vous voit vacciner et qui vous voit revivre et qui vous voit ne pas être malade, ne pas avoir de forme grave et qui vous voit ne pas développer de cornes ou de queue et être en bonne santé, etc. Eh bien, ça convainc. Je crois que le modèle personnel convainc. Je veux dire, l'exemple peut convaincre les gens. Une fois de plus, la vaccination est un choix, mais ce choix doit être basé sur des vérités parce que vous lisez par exemple sur Facebook ou Instagram ou toutes sortes de choses comme celle-là, où on entend toutes sortes de choses horribles. Quelquefois, j'ai même vu, ça je vous le dis entre nous, ça c'est une bonne chose pour demain, pour le 1er avril, j'ai vu qu'un spécialiste norvégien parler des effets néfastes de la vaccination, etc. Et la photo de qui il y a en dessous? Ma photo. Donc, la dernière chose que j'ai vérifiée, après avoir vérifié, non, je n'ai pas de sang norvégien, mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on est en proie à tellement de messages, de messages dans cet espace des médias sociaux qui, quelquefois, a des influences néfastes et ce qui doit fixer votre avis, c'est votre médecin, c'est votre entourage, c'est de voir. Vous savez, j'entends beaucoup les gens qui disent « Écoutez, il y a tellement de morts à cause de la vaccination en Israël. » Mais écoutez, faites le test très simple en Israël. Demandez à vos proches combien qui sont en Israël, combien de gens ils connaissent qui sont morts de la Covid-19. Et personnellement, j'en connais beaucoup malheureusement. Et combien vous dites, combien il y en a qui sont morts, Dieu nous en préserve, du vaccin ou quoi que ce soit. Et c'est un test très simple. Et vous verrez quels sont les résultats. Donc tout ça, ce sont des choses, je dirais, de bon sens qu'il faut promulguer, qu'il faut étendre, je crois aussi, en France. Et une fois de plus, je crois qu'il faut sortir de ce modèle, une fois de plus, des médecins. Vous mentionnez les médecins. J'ai des proches qui sont aussi médecins en France et qui me disent que c'est impossible, c'est très dur de vacciner en tant que médecin de famille, d'avoir à choisir. Vous devez choisir vos patients. Vous devez passer sur une liste et puis c'est vous qui coordonnez tout. Ça ne doit pas marcher comme ça. Ça doit être un truc centralisé et vous avez les moyens en France. Donc, j'espère vraiment qu'avec les doses et les moyens, ça ira beaucoup plus vite. Et je veux croire que si la France s'active de manière plus énergique, d'ici cet été, vous aurez beaucoup plus de gens qui seront vaccinés. Mais il faut aussi prendre une chose en compte qui est très importante, c'est que la vaccination, les effets de la vaccination, ça prend du temps. Aujourd'hui, on revient en Israël, mais on a commencé à vacciner, comme vous en France, mi-décembre, d'accord? Mais ça a pris du temps. Donc, une fois de plus, il faut beaucoup de patience, il faut se préserver en attendant les gestes barrières. Et il faut aussi espérer que, de manière générale, on arrivera à des temps meilleurs. L'espoir est très important. Une toute dernière question, si vous me permettez, parce qu'elle vient d'arriver. On n'a jamais posé autant de questions pendant les conversations. Jamais. Vous savez, vous êtes Je dois faire des choix et réunir plusieurs questions pour les poser au professeur Cohen. Une question, on a entendu parler au cours de la crise sanitaire d'un traitement qui avait été donné en Israël. Est-ce que vous et vos collègues médecins avez développé un traitement contre la Covid dans les hôpitaux israéliens? Et ça sera ma dernière question pour ce soir. Donc, il y a plusieurs traitements qui sont développés, pas qu'en Israël. Jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement fiable, je tiens à le dire, approuvé, fiable, homologué, que l'on peut donner pour empêcher
l'infection. Bon, il y a peut-être des sprays, là, justement, qui empêchent peut-être un peu l'infection nasale, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je parle au niveau médicamenteux. Effectivement, il y avait le traitement du professeur Nadir Arber, l'Exo-CD24, qui a été testé sur 24 patients et sur 23 patients, il a empêché une dégénération dans des formes graves. Mais c'est un traitement qui est symptomatique. Ce n'est pas un traitement qui empêche l'infection ou qui est contre l'infection elle-même et qui est contre les formes graves, ce qu'on appelle les orages cytokiniques et le dérèglement de la réponse immunitaire. Donc, ce traitement il y a un autre aussi, hein, le traitement Allocetra. Ce sont des traitements qui ont donné des résultats encourageants en première phase, mais il y a aussi 3 phases pour les médicaments, comme vous devez le savoir. Et donc là, ils ont entamé une espèce de phase numéro 2. On attend encore les résultats, mais ça prend du temps. Surtout qu'il faut dire une chose, on a un problème aujourd'hui en Israël, mais c'est, Baruch Hashem, grâce à Dieu, c'est un bon problème. C'est qu'on a de moins en moins de malades. Et donc, ça veut dire qu'il est beaucoup plus dur de tester ces traitements sur place en Israël. Donc, la recherche se poursuit. Les traitements, je pense, ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'une fois de plus, on en revient encore à la vaccination. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est cette vaccination. Et il faut espérer qu'une fois de plus, comme nos ancêtres ont été libérés à Pessah, que pour nous, ce Pessah soit aussi le début d'une petite libération qui nous permettra justement d'y voir un peu plus clair et de surmonter cette épreuve. Et oui, on y croit, on y croit. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, pour le temps que vous nous avez consacré ce soir et pour vos réponses éclairantes. Je crois qu'elles ont donné, même s'il faut rester prudent, hein, vous l'avez dit, un certain sentiment de liberté bien agréable en cette semaine de Pessah. Libéré, délivré, on y croit pour Pessah l'an prochain à Jérusalem. Amen, amen, amen. Merci à tous d'avoir suivi cette conversation du CRIF. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouvel échange. En attendant, restez prudents. Très bonne soirée à tous.